C'est très simple, la souveraineté, étymologiquement, c'est être souverain. Et ça veut donc dire avoir la capacité de prendre des décisions, évidemment, sans avoir à tenir compte des décisions d'autrui, ou plus exactement, sans être soumis à ces décisions d'autrui. Parce que on peut être souverain, mais on peut être aussi dans l'obligation, que ce soit une obligation morale ou une obligation qui pourrait être légale, de se coordonner avec autrui. Bon. Dire que l'on est souverain ne veut pas dire que l'on fasse nécessairement n'importe quoi, on peut faire n'importe quoi. C'est aussi un des problèmes de la souveraineté, hein. Mais ça ne veut pas dire qu'on fasse nécessairement n'importe quoi, mais ça veut dire que l'on n'est pas tenu impérativement dans des limites de sa décision. Et d'une certaine manière, la personne qui a peut-être le mieux résumé ce point de la souveraineté, c'est le juriste allemand Carl Schmitt qui dit « est souverain, tout d'abord, celui qui décide de l'état d'urgence ». Autrement dit, qui dit « nous vivons un état d'exception ou un état d'urgence, donc à partir de ce moment-là, les règles légales normales ne s'appliquent plus ». Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, qui décide ce que l'on va faire, quels sont les points que l'on doit traiter dans l'état d'urgence. C'est, je pense, la meilleure définition moderne de ce qu'est la souveraineté. Évidemment, la notion de souveraineté apparaît dès qu'il y a un pouvoir politique, si vous voulez. Par exemple, dans une tribu, la question se pose de savoir, la personne qui dirige cette tribu, qu'il la dirige en nom personnel ou qu'il la dirige au nom d'autres personnes de cette tribu, si vous voulez. On sait très bien qu'il y a des formes de pouvoir qui peuvent être assez complexes. Est-ce qu'il va pouvoir décider, ou bien est-ce qu'il va devoir demander à une autre tribu, par exemple, le droit de décider? Donc c'est ça, si vous voulez, d'une certaine manière, c'est comme cela que se construit cette notion de souveraineté. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans l'Antiquité, avec les nations-États, par exemple, d'abord les grands royaumes, les empires, puis les nations-États sur le modèle grec, puis évidemment Rome qui est héritière du modèle grec, mais qui constitue aussi en même temps un autre modèle, on a eu un approfondissement de cette notion de souveraineté. Et cette notion de souveraineté, très vite, les Romains ont compris qu'elle associait deux choses extrêmement importantes. Tout d'abord, ce qu'on appelle le potestas, c'est-à-dire le pouvoir, c'est de ce terme que vient notre mot pouvoir, en fait, et qui est la capacité de prendre des décisions, y compris les décisions les plus radicales, y compris les décisions, je dirais, les plus difficiles à prendre, fondamentalement, la décision de mettre à mort ou la décision de devoir mourir. Bien. Mais ils avaient aussi compris que pour que cette décision puisse être prise, pour qu'elle ne soit pas simplement le simple fait de la volonté d'une personne, il fallait qu'elle s'appuie sur l'auctoritas. Et l'auctoritas, c'est ce que nous traduisons aujourd'hui, grosso modo, par la légitimité. Autrement dit, le souverain, c'est celui qui combine dans sa personne le fait de pouvoir prendre une décision et le fait d'avoir la légitimité de prendre cette décision. Et alors, c'est extrêmement intéressant de voir comment cette notion va, d'une certaine manière, se développer dans les siècles, et en particulier dans le modèle français, mais pas seulement, parce que on voit très bien que ce modèle français, il a inspiré aussi d'autres États. Et sur ce point, il faut toujours, d'une certaine manière, faire référence à Saint-Simon. Alors Saint-Simon, bien sûr, on connaît bien les mémoires de Saint-Simon, un grand auteur, etc. Mais Saint-Simon se pose des problèmes du politique. De manière tout à fait normale, il est lui-même un des acteurs du jeu politique sous Louis XIV. Et il va expliquer que le roi, qui est pourtant, on peut dire, omnipotent, n'a pas en réalité tous les pouvoirs. Et là, il y a un incident extrêmement intéressant qui se place, alors que Saint-Simon raconte dans le tableau du règne, donc après la mort de Louis XIV, mais qui a dû survenir quelques mois avant la mort
du monarque. Saint-Simon est au petit coucher du roi, ce qui est assez normal parce qu'il est lui-même un noble très important, et il a donc accès au souverain, y compris dans ce qu'on appelle ses actes relativement privés. Bon, là, Louis XIV est derrière un paravent, ses valets sont en train de lui passer sa robe de chambre. Il continue à discuter avec les quelques nobles qui sont admis au petit coucher. Et il leur dit « Ah, elle a voulu que je fasse un testament. » Elle, c'est Madame de Maintenon. « Je l'ai fait pour avoir la paix. » Bon, ce qui en dit un petit peu sur comment fonctionne le couple. Et puis il ajoute « Mais il en sera comme de celui de mon père, il sera cassé le jour de ma mort. » Ce qui veut dire que Louis XIV, qui pourtant est l'exemple toujours donné du monarque absolu, sait très bien qu'il n'a pas tous les pouvoirs. Qu'une fois lui mort, son pouvoir n'existe plus, et s'il a commis des actes qui sont considérés comme impossibles du point de vue de la constitution non écrite du royaume, eh bien ces actes sont cassés. C'est d'ailleurs très exactement ce qui va se passer, alors non pas le jour de sa mort, comme il le dit, mais 3 jours après, le régent, Philippe d'Orléans, prend le testament et le fait casser par le Parlement de Paris, qui est une assemblée de juges, toujours appelé ce qu'on appelle Parlement à l'époque, ce n'est pas du tout une assemblée élue. Pourquoi? Parce que Louis XIV, dans son testament, a inclus ses enfants bâtards dans la lignée de succession. Et alors c'est là où il se passe quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est comment est-ce que Saint-Simon commente ce fait? Et il dit, en réalité, le roi n'est souverain qu'en raison d'un fidéicommis de la noblesse à son égard. Autrement dit, l'ensemble des nobles lui auraient transmis le pouvoir ainsi qu'à sa famille, donc dans une logique lignagère, mais à la condition expresse qu'il respecte les lois fondamentales du royaume. Ce qui veut dire que même dans la structure, si vous voulez, je dirais la plus pure de l'ordre monarchique, qui est donnée donc par ce monarque absolu qu'est Louis XIV, on voit qu'il y a malgré tout l'idée qu'il n'est que le dépositaire de la souveraineté, il n'en est pas l'origine. Et ça, c'est un point extrêmement important. Après, il y aura beaucoup de gens qui vont pouvoir travailler dessus. Il y a même des gens qui avaient travaillé sur cette notion avant, évidemment. Et d'une certaine manière, cela anticipe 1789. 1789, c'est le fait de dire, cette fois-ci publiquement, le souverain, c'est le peuple. Alors, le peuple peut désigner des gens pour exercer cette souveraineté, mais, in fine, il est le seul qui soit le dépositaire de la souveraineté. Et d'ailleurs, c'est très exactement la notion que nous retrouvons dans la Constitution française actuelle, et avec elle dans les constitutions antérieures, quand il est écrit que la souveraineté appartient à la totalité des représentants du peuple, et qu'aucun ne peut s'en approprier une partie. Autrement dit, par exemple, vous êtes député de l'Essonne, ou vous êtes député de la Dordogne, etc., vous représentez tous les Français, et non pas simplement vos électeurs. Et ça, c'est une notion absolument fondamentale dans la souveraineté. Jean Bodin est un auteur extrêmement important, d'abord parce qu'il est le théoricien de la souveraineté absolue, ça c'est clair. Ensuite, parce que c'est un auteur qui accomplit un cheminement intellectuel extrêmement important. Beaucoup de gens, et moi-même, si vous voulez, lors de mes études, n'étudient que le Jean Bodin légiste. Or, en réalité, il a commencé par être non pas un homme d'église, mais un homme qui s'intéresse de très près aux problèmes religieux. Il est l'auteur d'une espèce de manuel de chasse aux sorciers, de la démonomanie des sorciers. Bon. Et pourquoi en arrive-t-il à écrire les 6 livres de la République?
C'est parce qu'il est confronté à ce problème de savoir qu'est-ce que la souveraineté et comment doit s'organiser l'État dans ces temps extrêmement troublés que sont les guerres de religion. Les guerres de religion ne sont pas simplement, et c'est quand même beaucoup de le dire, ne sont pas simplement un événement absolument horrible, bon, avec toute une série de massacres. On parle beaucoup de la Saint-Barthélemy, et à juste titre. Il y a eu aussi la Mishnad, qui est une Saint-Barthélemy à l'inverse. C'est les protestants qui massacrent les catholiques dans la ville de Nîmes. Bon, donc ce n'est pas seulement ça. Ce n'est pas seulement une guerre civile extraordinairement violente, parce qu'elle prend appui sur des ressorts religieux, et donc c'est une guerre civile qui va traverser les familles, qui va opposer le frère au frère, bon, etc. C'est aussi un moment où on se pose la question de savoir qu'est-ce que la France ? Qu'est-ce qu'il fait, d'une certaine manière, le pouvoir en France ? Qu'est-ce qui fait le pouvoir du roi ? Est-ce que c'est la religion ou est-ce que c'est autre chose ? Et la réponse de Jean Bodin est extrêmement intéressante. C'est qu'il dit qu'en réalité, c'est le fait de devoir trouver des solutions à des conflits qui produit cette légitimité. Il va rattacher le principe de la légitimité à des mécanismes qui sont plutôt des mécanismes fonctionnels, et il va, d'une certaine manière, les détacher de tout ce qu'on pourrait dire la gangue religieuse qui a pu se constituer autour de ces mécanismes depuis la fin de l'Empire romain, enfin disons depuis l'Empire chrétien jusqu'au haut Moyen-Âge. Alors, quand il fait ça, il n'est pas un innovateur absolu, c'est déjà quelque chose que l'on a pu observer dans différents moments de l'histoire de France. Le fait que, d'une certaine manière, le roi a pu s'opposer au pape, bon, c'est un point important. D'ailleurs, très intéressant de voir que cette opposition du pouvoir temporel du roi au pouvoir temporel du pape, non pas au pouvoir spirituel, mais au pouvoir temporel du pape, se fait en même temps qu'il y ait une opposition du pouvoir temporel du roi au pouvoir des nobles. Autrement dit, le roi, quand il constitue en fait le royaume de France dans sa forme moderne, il combat à la fois la micro-seigneurie et un pouvoir transnational qui est le pouvoir de l'Église. Donc, c'est déjà quelque chose qui existe au moment où il écrit. Il y a aussi, bien entendu, l'épisode de Jeanne d'Arc, qui est un épisode extrêmement intéressant, si vous voulez. Alors, bon, il y a la légende dorée de Jeanne d'Arc, mais il y a aussi des faits historiques qui sont très importants. Et dans ces faits historiques, il y en a un qui est, disons, il y en a deux qui sont tout à fait considérables. Le premier, c'est qu'est-ce qui explique qu'une jeune femme, on dirait nous une jeune fille, bon, à 19-20 ans, à cette époque-là, on n'est plus considéré comme une jeune fille, mais disons, en tout cas une jeune femme, qu'une jeune femme ait pu susciter, par son arrivée, si vous voulez, à la cour du roi, un tel élan, et si vous voulez, un tel mouvement de rassemblement autour de la cause royale. Ça veut dire que, d'une certaine manière, les esprits étaient prêts à cela. Mais il y a un autre fait qui est extrêmement intéressant, c'est justement quand elle arrive, et un des conseillers du roi lui demande dans quel français elle parle. Et elle répond « dans un meilleur français que toi-même ». Ce qui veut dire, pourquoi elle répond ça ? Elle est lorraine, donc elle parle très probablement avec au minimum un accent assez prononcé lorrain, mais comme d'autres personnes, des conseillers du roi, des nobles, peuvent parler avec l'accent des bords de Loire. Bon. Non, ce qu'elle veut dire, c'est que moi, je suis porteuse des intérêts du roi. Et donc, par définition, mon français est plus pur que le tien. Et c'est là où elle affirme, en fait, qu'elle est porteuse d'une certaine légitimité. Donc, on a déjà eu tous ces événements avant que Bodin écrive. Et si je reviens à Bodin, c'est que Bodin, lui, il va les mettre en forme
Alors, c'est probablement aussi son expérience de juriste, son expérience, personne qui s'est beaucoup frotté à la théologie. Bon, donc il va mettre ça en forme de manière très précise. Et il a une phrase dans les 6 livres de la République qui est extrêmement intéressante. Il dit « Il n'est pas nécessaire que le roi soit catholique, même s'il est bon qu'il le soit. » Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, voilà, moi je suis catholique. Et ça, personne ne doute que Bodin était un catholique extrêmement fervent. Donc, moi, en tant que catholique, je préférerais que le roi soit catholique. Mais, en tant que théoricien du droit, je sais qu'il n'a pas besoin d'être catholique pour être roi. Donc, ça veut dire qu'il y a, c'est très intéressant, c'est un auteur qui est capable de distinguer ce qui est normatif et prescriptif dans son discours de ce qui est analytique. Et le fait qu'il écrive cela, c'est déjà une séparation entre le pouvoir royal et la question religieuse. Oui, bien sûr, pour un catholique, il est toujours bon que le roi soit catholique. Mais ce même catholique dit qu'il n'est pas nécessaire qu'il le soit. Et ce faisant, Bodin met en place l'ensemble de l'architecture intellectuelle et politique qui va permettre à ce qu'on appelle le parti des politiques, c'est-à-dire de ces catholiques, mais qui ont conscience que cette guerre civile, que sont les guerres de religion, est en train de détruire le royaume de France, qui vont permettre à ces politiques, justement, de rentrer en contact avec, même chose, la partie modérée du camp protestant, du camp des Huguenots, autour de la personne d'Henri IV, et de reconstituer progressivement, je dirais, les institutions du royaume autour d'Henri IV. Carl Schmitt développe justement cette notion de souveraineté de manière extrêmement intéressante, mais il faut prendre certaines précautions justement quand on utilise Carl Schmitt et encore plus quand on le lit. Il est évident que Carl Schmitt n'est pas un auteur facile, d'abord parce que sa pensée est elle-même complexe, ensuite parce que ses positions politiques sont assez détestables, il faut dire le mot, enfin parce que, en tant que personne, en tant qu'être humain, il y a des choses qui sont très choquantes dans sa vie, en particulier le maintien d'un antisémitisme absolument exacerbé, pratiquement jusqu'au dernier mois de sa vie. Donc, c'est-à-dire qu'il n'a pas tiré de leçons de la Seconde Guerre mondiale, du nazisme, et de son effondrement, et de ce qu'on appelle la révélation, mais je ne pense pas que c'était pour lui réellement une révélation, du phénomène de l'extermination massive des Juifs. Bon, donc ça, si vous voulez, c'est un véritable problème. Mais en même temps, Carl Schmitt s'avère être le continuateur de Max Weber, qui lui-même avait beaucoup travaillé sur justement cette relation entre le savant et le politique, pour donner le titre de l'un des livres de Max Weber. Et de ce point de vue-là, Carl Schmitt est un continuateur de Bodin. Quand j'ai dit Bodin est effectivement très représentatif de ce qui se passe dans le Royaume de France, mais ça va au-delà du Royaume de France. Bien sûr, les intellectuels de l'époque, les humanistes, et puis après les gens des Lumières, se sont emparés de ce qu'avait écrit Bodin, et c'est pour cela que, d'une certaine manière, la pensée de Bodin, elle trouve une nouvelle jeunesse en Allemagne, entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle, dans les ouvrages de Carl Schmitt, et c'est là, si vous voulez, je l'ai dit tout à l'heure, que Carl Schmitt, d'une certaine manière, élabore cette définition extrêmement précise et extrêmement utile pour nous, pour tous les gens qui travaillent sur les questions de philosophie politique et de droit, de la souveraineté. Bon. Donc voilà, il y a toujours ce problème avec Carl Schmitt, qui est un auteur à la fois immense dans ce qu'il dit, dans les
les problèmes qu'il pose, dans sa manière de voir toute une série de contradictions ou de dilemmes qui existent dans la vie politique, et qui est un auteur par rapport auquel on ne peut avoir qu'une répulsion par rapport à certaines de ses réponses et certains de ses comportements. Moi, je suis très profondément choqué par le fait que cet auteur désigne des pensées avec lesquelles il est en désaccord. Ils sont en désaccord, ça ne pose pas de problème, on a parfaitement le droit d'être en désaccord, mais les désigne comme, d'une certaine manière, étant des pensées spécifiquement raciales. Par exemple, quand il s'attaque aux théories de Kelsen, et je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de choses à dire sur la théorie de la l'égalité absolue, d'une certaine manière, que développe Kelsen. Mais pourquoi lui faut-il la désigner comme une pensée juive ? Ce n'est en rien d'ailleurs une pensée juive par ailleurs, mais ceci est un autre problème. Mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est ce que ça nous révèle dans le personnage, et donc il faut aussi savoir, quand on aborde ce personnage, qu'on est en présence d'un antisémite obsessionnel. Alors oui, ça a été un moment extrêmement important. D'ailleurs, c'est intéressant, c'est un moment qui est important politiquement, avec la naissance du Parti québécois, avec d'ailleurs, à un moment donné, des attentats qui sont faits par le Front de libération du Québec. Pendant quelques années, il y a eu justement cette période assez dure, bon. Mais aussi par un moment culturel très important. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce grand concert qui avait été donné par Gilles Vigneault, Robert Charlebois, et quel était le troisième ce troisième grand chanteur québécois, celui qui chante Simé Sabot, Un petit bonheur, qui était pendant très longtemps le chanteur un petit peu symbole du Québec. Voilà. Et ce concert est un espèce de manifeste pour l'indépendance du Québec, pour la souveraineté du Québec. Alors, il faut aussi le remettre dans le contexte du Canada. Le Canada, normalement, est une fédération. C'est une fédération qui va se détacher progressivement de ses liens juridiques avec l'Angleterre et qui se pose la question de savoir est-ce qu'elle est une confédération ou une fédération. Et là, si vous voulez, c'est le problème de la naissance du souverainisme québécois, qui continue jusqu'à maintenant d'être un point important dans le fonctionnement politique du Québec. Et d'une certaine manière, ça va mettre en lumière toute une série de choses sur, je dirais, la nature très positive de cette revendication à la souveraineté. Donc, quand je commence à me poser justement, et là dans un cadre français, donc dans un cadre qui se pose le problème de d'abord le marché commun, puis l'Union européenne, très rapidement, je vais être confronté à cette question du souverainisme québécois. Et d'ailleurs, toute une série de mes travaux dans les années 90, des travaux que je fais sur la Russie, sur la question du fédéralisme fiscal, du fédéralisme budgétaire, vont emprunter beaucoup à des réflexions de politistes et de juristes canadiens. Normalement, ce sont trois termes qui se recoupent très largement. Bien. Maintenant, historiquement, en France, le terme nationalisme a été dévalorisé à cause de l'usage qu'en ont fait certains au XXe siècle, dans une notion essentiellement xénophobe, ce qui fait que beaucoup de gens se sont détachés de cette notion de nationalisme, plutôt se sont détachés du terme,
Et on cherchait des termes, je dirais, un petit peu similaires. Vous connaissez la phrase du général de Gaulle, le patriotisme, c'est l'amour de sa nation, le nationalisme, c'est la haine des autres. En réalité, en 1789, il n'en est absolument pas question. Le patriotisme et le nationalisme sont des synonymes. Mais il faut tenir compte aussi du fait qu'à un moment donné, dans un pays comme la France, le terme nationaliste peut prendre cette connotation négative. Alors, je constate par ailleurs qu'il n'en est pas du tout de même dans d'autres pays. Par exemple, en Amérique latine, où le nationalisme a une connotation beaucoup plus positive. Même chose en Asie, ou même chose dans les pays arabes, si vous voulez. Le nationalisme arabe est très largement connoté à gauche, en réalité, et ça a été, d'une certaine manière, une tentative d'intellectuels chrétiens et musulmans de dépasser, je dirais, les communautés religieuses en construisant une nation. Donc voilà, il y a un contexte français un petit peu particulier, mais il ne faut pas, à cause de ce contexte, d'une certaine manière, perdre de vue que ce sont des termes qui sont extrêmement proches. Après se pose la question, le souverainisme, ça veut dire, prendre la souveraineté au sérieux. Autrement dit, considérer que la souveraineté n'est pas une notion comme une autre, mais est une notion qui est assez centrale dans la vie politique d'un pays démocratique. Et à partir de là, se poser la question de savoir comment se construit cette souveraineté. Bien. Ce qui veut dire que, autant le patriotisme ou le nationalisme peuvent exprimer des sentiments ou des affects, la notion de souverainisme, qui va traiter en fait, à peu de choses près des mêmes problèmes, va elle être beaucoup plus un concept construit. Et donc, on peut considérer que là, on a à la fois la version, je dirais, plutôt de réflexion, ça serait le souverainisme, ou la version plutôt émotionnelle, le patriotisme ou le nationalisme. La souveraineté nationale, c'est la forme d'expression de la souveraineté populaire. Alors, la souveraineté nationale peut être, à un moment donné, séparée de la souveraineté populaire si, par exemple, le souverain s'approprie le pouvoir et décide de ne pas consulter le peuple. Mais la souveraineté populaire doit toujours, elle, s'exprimer en souveraineté nationale, si vous voulez. C'est ça qu'il faut comprendre. Le peuple est la base de souveraineté. Après, on peut donner différentes définitions du peuple, c'est évident. Mais le peuple, ou disons un collectif, est toujours la base de la souveraineté. Mais cette souveraineté, quand elle s'exprime sous la forme de souveraineté nationale. Et c'est pour ça que je me refuse complètement à opposer l'un à l'autre, ça n'a pas de sens, si vous voulez. De même que parler d'une souveraineté de gauche ou d'une souveraineté de droite n'a tout autant pas de sens. Je pense qu'il peut y avoir, bien sûr, des usages de gauche et des usages de droite de la souveraineté. Ça, c'est une évidence. Mais on parle là des usages et non pas de la notion elle-même. Si vous voulez, la démocratie implique que le peuple, à travers des mécanismes représentatifs, des mécanismes électifs et des mécanismes représentatifs, désigne ses délégués et que ces délégués soient capables de prendre des décisions. Ce qui implique qu'il y ait bien une souveraineté nationale. Donc, la démocratie implique la souveraineté. Bien sûr, dans l'histoire, on a eu toute une série d'États souverains qui n'étaient pas démocratiques. C'est aussi une évidence. Mais nulle part avons-nous eu
un État qui soit démocratique, et je dis bien, la démocratie, c'est la capacité de prendre des décisions. C'est pas simplement le fait de voter. Il faut que ça se traduise en actes. Nulle part a-t-on vu un État démocratique qui ne soit pas souverain. La question de la laïcité touche à la question du peuple. On voit très bien qu'il ne peut pas y avoir de nation sans qu'il y ait en même temps un peuple. Et plus précisément, je dirais que la construction de la nation française s'est faite en parallèle à la construction du peuple. Et inversement, la construction du peuple s'est faite aussi évidemment en parallèle avec la construction de la nation française. Bien. Le peuple est avant tout une communauté politique. Et donc, tout ce qui peut le diviser artificiellement, bien sûr, le peuple est hétérogène. Il est divisé en classes sociales, même si on peut mettre beaucoup de choses derrière les classes sociales, mais c'est un terme qui est utilisé depuis très longtemps, hein, bien avant Marx. Hein. Guizot l'utilise en premier. Bon, et introduire la question de la religion ou des pratiques religieuses comme moment de définition du peuple, c'est en réalité le diviser. Alors, là encore, on va revenir à Bodin. Le premier qui en a eu une conscience extrêmement claire, c'est Bodin. Pourquoi ? Parce qu'il vit au moment des guerres de religion, il est confronté en permanence à cette question. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que il va écrire un dernier livre, il va demander que ce livre ne soit publié que 50 ans après sa mort, d'ailleurs, parce qu'il sent qu'il est sur un terrain là un petit peu dangereux, où il fait se confronter, dans un espèce de banquet platonicien, 7 personnes qui professent 7 types d'opinions religieuses différentes. Vous avez le catholique, le protestant, l'orthodoxe, le juif, le musulman, le partisan de la religion des anciens, et un espèce de panthéiste qui représente en fait l'idée qu'on pouvait se faire des athées à l'époque. Bien. Et ce que montre Bodin dans ce livre, c'est que personne ne pourra convaincre les autres. Aucun. Et donc, il pose le problème, il dit, si on n'arrive pas à se convaincre, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on revient vers sa communauté religieuse d'origine, ou est-ce que l'on reste avec les autres pour œuvrer au bien commun ? Notion évidemment centrale qui avait été construite dans les 6 livres de la République. Mais alors, à ce moment-là, si on veut rester avec les autres pour œuvrer au bien commun, il faut admettre que la religion soit renvoyée à la sphère personnelle et non pas à la sphère publique. Et c'est d'ailleurs l'un des derniers paragraphes du livre, et nous décidâmes de ne plus jamais parler en public de ces questions religieuses. Donc, ça, c'est un point extrêmement important. Et on comprend, d'abord, une chose, que la laïcité n'est pas la tolérance. La tolérance, c'est une valeur personnelle. Vous pouvez considérer que vous êtes tolérant. Mais la laïcité n'est pas une valeur personnelle. C'est un principe d'organisation politique. Et donc, de ce point de vue-là, c'est un principe absolument fondamental à l'existence du peuple comme communauté politique. Ce qui veut dire que la laïcité n'a rien à voir avec la question des religions en réalité. La laïcité ne se préoccupe pas de ce que pense un tel ou un tel. Il dit simplement à tous, si vous voulez vivre ensemble, il faut que vous renvoyiez vos croyances à votre sphère privée. Alors, ce mécanisme n'est possible que justement parce que on a, depuis le Moyen-Âge, cette distinction entre la sphère privée et la sphère publique. Et ça, c'est un point extrêmement important. Bon, c'est un héritage du nominalisme, c'est un héritage de Guillaume d'Occam et de quelques autres. Mais cet héritage, il a été acté
en particulier dans je dirais, au Moyen-Âge tardif et au début des temps modernes. Et c'est là-dessus, justement, que va s'appuyer Bodin pour construire son concept de laïcité. D'abord une précision, ce n'est pas la nation que je définis comme une communauté politique, c'est le peuple. Mais je fais aussi une distinction dans mon livre, c'est la distinction entre le peuple en soi et le peuple pour soi. Alors là, vous aurez reconnu quelqu'un dont l'origine est le marxisme, qui a lu Lukács, et qui conçoit effectivement que ce qui est important et intéressant, c'est l'action du peuple en marche, si je viens de dire, mis en action, et non pas, d'une certaine manière, un peuple qui serait uniquement une suite de catégories statistiques. Donc ça, c'est le premier point. Alors, après, de ce peuple, on passe à la nation, de la même manière que la nation va passer au peuple, parce que les deux se sont construits, d'une certaine manière, de manière parallèle, à travers les siècles. Et ce qui fait un petit peu le peuple français, c'est à la fois l'histoire des compromis qui ont été passés pour qu'ils puissent exister, et ces compromis, d'une certaine manière, portent toujours sur des institutions qui vont faire la nation. Par exemple, le compromis entre le pouvoir du roi et le pouvoir du pape. Alors, bien sûr, c'est quelque chose qui est très ancien dans notre histoire, très ancien dans notre culture politique, mais qui se réactive très vite dès qu'on touche à ce problème. Et si vous voulez, aujourd'hui, même des gens qu'on peut qualifier de droite, ils sont très raides sur la question qui consiste à dire « Ah oui, mais attendez, ça c'est du niveau du politique, c'est pas du niveau du pouvoir spirituel, et les deux sont bien séparés. » Ah oui, mais ça, en fait, ça renvoie au XIVe siècle, à ce qu'on appelle l'incident d'Agnani, quand un des lieutenants de Philippe le Bel est allé porter une assignation devant le pape l'a mal pris, ils se sont disputés, le dit lieutenant a souffleté le pape, la main était dans un gant ferré, le pape en est mort. Bien. Voilà, ça vient de là, en fait, cette idée d'une très profonde séparation entre ce qui est de l'ordre du politique et ce qui est de l'ordre du spirituel. Donc, il y a, et ça c'est un point important, une réelle dialectique, pour utiliser un mot qu'on n'utilise plus tellement depuis une vingtaine d'années, et qui me semble un mot important. Il y a une véritable dialectique entre la construction de la nation et la construction du peuple. Alors après, cette histoire de la nation, qui est inscrite dans la mémoire, y compris dans la mémoire inconsciente du peuple, elle va s'exprimer de manière symbolique, elle va s'exprimer dans des affects, bien entendu, et elle va s'exprimer dans la volonté de vivre ensemble. Cette volonté n'a rien d'évident au départ, mais aujourd'hui, elle est bien constituée. Et si vous voulez, si je reviens à l'épisode de Jeanne d'Arc. Bon. Jeanne d'Arc, elle est une fille de Lorraine, autrement dit, d'une partie du domaine royal, mais qui jouxte les terres d'Empire. Bon. Comment se fait-il qu'elle ait eu cette conscience que les Anglais ne sont pas des Français? Parce que, si vous voulez, si on reprend, alors de manière anachronique, aujourd'hui, dans nos catégories, la division entre Français et Anglais, c'est quoi? Les uns et les autres parlent à peu près la même langue. En tous les cas, la noblesse britannique, elle ne parle pas l'anglais de l'époque, qui d'ailleurs est une langue mélangeant des racines germaniques, bon, etc. Bon, elle parle français. Bon. Les uns et les autres sont catholiques. Il n'y a pas de distinction religieuse. Bien.
Alors, ça serait quoi la différence entre anglais et français? Le fait de dire, ceci est à toi, ceci est à moi. Non. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est quelque chose qui a été construit d'une certaine manière par l'histoire. Et là, à un certain moment, on dit, non, vous n'êtes pas français, nous ne sommes pas anglais. Et là, il y a un point de coupure absolument essentiel et qui est partagé par la population. C'est pas simplement le point de coupure dans la noblesse. Et d'ailleurs, dans la noblesse, on a très bien vu, il y a une partie des nobles qui vont plutôt se situer du côté du roi d'Angleterre, d'autres du roi de France. Certains vont faire l'aller-retour en fonction de leurs intérêts, etc. Bon. Non, c'est une question qui est réellement portée par la population. Et ça, c'est un point extrêmement important. Donc, je dirais que Renan a certainement d'une certaine manière raison de parler de cette volonté de vivre ensemble et de cette volonté de construire quelque chose en commun, mais il y a autre chose aussi qui joue, c'est justement ce poids de l'histoire. Le fédéralisme européen, c'est en fait une conception très simple, ça voudrait dire les différents peuples, en tout cas dans l'Union européenne, sont capables de se mettre d'accord sur des règles communes, à la fois au niveau politique, au niveau économique et au niveau fiscal. Et donc, cela veut dire que un travailleur allemand peut financer un retraité en Italie ou un retraité en Espagne. On voit bien ce qui bloque aujourd'hui, outre le fait que les peuples n'ont pas cette conscience. Et là c'est un vrai problème. Si vous voulez, tous les gens disent, mais non, ils se situent hors conscience des gens. Le fond du problème, c'est que les Allemands ne peuvent pas, c'est même pas qu'ils veulent pas, ne peuvent pas attribuer au reste de l'Europe les 8 à 10% de leur PIB qu'ils devraient payer dans le cadre d'un fédéralisme absolu. Donc, le fédéralisme, que d'un point de vue d'économiste, si vous voulez, je peux tout à fait regarder de manière sympathique, dire oui, pourquoi pas, effectivement, si on pouvait le faire fonctionner, ça serait pas mal, mais immédiatement, j'en vois les impossibilités techniques. Et à ce moment-là, je me dis, ben oui, et après on a aussi des impossibilités politiques qui viennent dans le fait qu'aujourd'hui, les cultures politiques des différents peuples n'arrivent pas, disons, ne convergent pas sur le même point. Donc, c'est ce qui empêche, à mon avis, tout fédéralisme politique en Europe, ou ce qui devrait l'empêcher, mais on sait très bien qu'il y a un projet politique qui s'appelle le fédéralisme furtif, et qui est poursuivi depuis le traité de Maastricht, qui vise en fait à faire passer en douce des institutions fédérales, alors que les peuples se sont régulièrement prononcés contre. Donc ça, c'est un premier point. Après, vous avez l'Europe jacobine. L'Europe jacobine, c'est quoi? Grosso modo, c'est se contenter différents personnages dans l'histoire. C'est ce qu'a tenté Napoléon, c'est ce qu'a tenté Bismarck, d'une certaine manière, c'est ce qu'a tenté Hitler aussi. C'est l'idée de dire un pays va conquérir toute l'Europe. Bon. Ça, c'est un non-lieu. On sait très bien à quoi ça aboutit, on sait très bien que de toutes les manières, ça va provoquer des résistances extrêmement violentes et brutales dans les autres peuples, et on sait très bien que ça ne peut pas fonctionner. Même si, d'ailleurs, le moment où ça avait le plus de chances de fonctionner, c'était sous Napoléon, mais là, Napoléon se heurtait à une contradiction très profonde, c'est que, qu'est-ce qu'il a apporté aux autres peuples? Il a apporté l'idée de la souveraineté nationale et les institutions qui devaient leur permettre de réaliser cette souveraineté nationale. Et donc, les gens disaient, ouais, c'est très bien l'Empire que vous nous proposez, mais ce que vous nous apportez va en fait contre cet Empire. Bon, même si
le legs napoléonien en Europe est beaucoup plus important que nous ne le pensons, nous, en France. Et ça, si vous voulez, ayant une partie de ma famille qui vit en Italie, je peux en témoigner. C'est-à-dire que les Italiens, eux, ont bien conscience que la question de l'unité italienne, elle a été posée par Napoléon. Et que c'est, d'une certaine manière, Napoléon qui leur a fait prendre conscience, en tout cas fait prendre conscience aux Italiens du nord de l'Italie, de la nécessité de l'unité italienne. Bon, donc, il y a quand même bien... ça ne va pas marcher. Et donc, on arrive à cette idée de l'Europe des peuples, l'Europe des nations. Et là, si vous voulez, je crois qu'il y a une formule qui peut la résumer, c'est de parler de cette communauté des nations européennes. Alors, cette communauté des nations européennes devrait reconnaître le fait que la base de la souveraineté, la base de la démocratie, elle est dans chaque peuple. Et donc, ça ne peut pas être un Parlement européen, ça ne peut être en fait que le Conseil européen, c'est-à-dire l'endroit où se réunissent les différents chefs de gouvernement, qui est réellement la structure décisionnelle de cette communauté des nations européennes. Et cette communauté des nations européennes, si on veut la faire fonctionner, il faudra réviser toute une série de choses qui existent actuellement dans le cadre de l'Union européenne, parce que l'Union européenne, qui a été au départ conçue comme cette communauté des nations, elle a été pervertie par ce projet politique du fédéralisme furtif, et aujourd'hui nous nous retrouvons avec des institutions fédérales, mais qui n'ont pas la base politique de leur existence. Tout d'abord, sur la méthode, sur l'historique de la construction européenne, la question d'une construction européenne, elle est posée très tôt. En fait, elle est posée au moment des guerres entre les différents royaumes au XVIe siècle. Il y a déjà ce projet d'une paix universelle qui est écrit à l'époque. On sait que Sully, le grand ministre d'Henri IV, est très favorable à cette idée. Bon. Donc c'est une idée qui en fait imprègne une partie de l'histoire européenne pour une raison simple. C'est que les gens en Europe, tout en se sachant différents, sentaient qu'ils partageaient quand même des choses en commun. Puis, tant qu'à faire, vaut mieux vivre en bonne entente plutôt que de se taper sur la figure. Bon. Cette idée je dirais, des États-Unis d'Europe, etc., on va la voir ressurgir en France essentiellement avec Victor Hugo, enfin avec le mouvement auquel Victor Hugo va s'associer. Pourquoi ? Parce que les pays se disent, mais enfin, il y a les États-Unis qui sont en train de se construire. Et d'ailleurs, c'est un point important, il y a toute une série d'hommes politiques français qui connaissent très bien les États-Unis à l'époque. Par exemple, Clémenceau, qui va aller comme journaliste, qui va suivre la guerre de sécession aux États-Unis. Et ils se disent donc, il faudrait que nous, on arrive à faire la même chose en Europe. Bon. Sauf que, à l'évidence, ça se heurte à des difficultés à la fois politiques, au niveau des affects, qui sont beaucoup trop importantes. Et on voit se constituer, à la suite de la guerre de 14-18, un grand mouvement qui d'ailleurs va donner le pacifisme intégral de la fin des années 30, qui dit finalement, si on n'arrive pas à construire les États-Unis d'Europe, c'est à cause des États-nations. Et donc, les États-nations, c'est le mal.
Mais le problème, c'est que ce que ne voit pas justement cette idée, c'est qu'il y a une autre, c'est que se développe en même temps une autre idée qui est le nazisme et qui dit les États-nations on n'en veut pas, ce qu'on veut c'est un État racial. Et cet État racial, il traverse les nations. Parce que dans chaque nation, il y a des races supérieures et des races inférieures. Et en fait, les pacifistes intégraux ne comprennent pas qu'ils sont sur quelque chose de convergent avec les nazis. Et c'est ce qui va entraîner beaucoup, une grande majorité de ces pacifistes intégraux dans la voie de la collaboration, entre 40 et 44. Bon. Et d'une certaine manière, ça va décrédibiliser un petit peu cette idée pour l'après-guerre. Mais dans l'après-guerre, il y a toujours cette idée que fondamentalement, l'État-nation, c'est l'ennemi. Et là, il y a un tour de passe-passe tout à fait extraordinaire qui consiste à dire que le nazisme est la continuité du nationalisme allemand. Or, on sait aujourd'hui, si vous voulez, il y a toute une série de travaux, et on le savait déjà en fait, dès cette époque-là, que le nazisme avait détruit le nationalisme allemand. Que cette idée d'État racial s'opposait quasiment frontalement au nationalisme allemand. Bon. Donc là, il y avait un véritable problème. Bon, alors on peut dire que l'État racial trouvait une partie de ses sources dans cette vision de la communauté du peuple allemand, qui est une communauté fondée sur un langage et non pas sur des institutions politiques. D'accord. Mais néanmoins, il y avait là une contradiction complète entre la conception qu'avaient les nazis et la conception du nazisme. Et donc, il y a eu le retour un petit peu à cette idée, mais évidemment dans des conditions qui sont très différentes et où on ne peut pas affronter, d'une certaine manière, la légitimité qu'ont acquis les États, en particulier dans la lutte contre le nazisme. Donc on va essayer d'aborder cela essentiellement par l'économie, et on va le faire avec l'aide des Américains, qui vont, d'une certaine manière, financer tout cela. Pourquoi ? Parce que les États-Unis, eux, voient un immense avantage dans la construction européenne, c'est que ça va donner, d'une certaine manière, une base économique à l'OTAN. Et ça, c'est un point extrêmement important. Et en réalité, on voit très vite que le mécanisme de construction de l'Europe et le mécanisme de l'OTAN sont par moments en conflit et par moments très fortement intégrés. À tel point d'ailleurs que celui qui a tenté de les séparer, ça a été le général de Gaulle, qui a cherché à séparer complètement la construction européenne de la question de l'OTAN, voire même à les opposer. Et cela, il y a une espèce de constat de semi-échec qui peut en être tiré de fait dès le vivant du général de Gaulle. Le fait par exemple que l'Allemagne, les dirigeants allemands, vont certes accepter le traité franco-allemand, mais vont le vider de toute sa substance quelques semaines après l'avoir signé, dans une déclaration où ils font allégeance à l'OTAN. Et je pense que ça, c'est l'ambiguïté fondamentale de la construction européenne. Oui, l'Allemagne, effectivement, aujourd'hui, occupe une position dominante, et qui est une position à la fois dominante économiquement, qui est une position dominante politiquement, mais politiquement, je dirais, parce que personne n'est capable de lui dire non, qui est aussi une position dominante démographiquement. Si vous voulez, à partir du moment où l'Allemagne s'est réunifiée avec l'ex-Allemagne de l'Est, elle est aujourd'hui, et elle va le rester pour encore une dizaine ou une quinzaine d'années, le pays le plus peuplé de l'Union européenne. Bon, donc
tout ceci, d'une certaine manière, s'imbrique. Mais il faut comprendre aussi que cela se fait dans des conditions assez particulières en Allemagne. Pourquoi ? Parce que, d'une part, l'Allemagne va vivre une grande partie de l'aventure européenne, en tous les cas jusqu'en 91-92, dans un état où elle n'a pas recouvré sa complète souveraineté. L'Allemagne, dite Allemagne de l'Ouest, des années 1980-85, n'est pas un État entièrement souverain. Cette souveraineté, elle ne va d'une certaine manière la recouvrer qu'à travers la réunification. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, le fait que de très nombreux dirigeants allemands, et je dirais globalement, la génération des gens qui ont 60 ans aujourd'hui en Allemagne, ma génération et la génération précédente, c'est la génération qui est née de 1940 à 1960, voire 1965, cette génération-là vit dans une culpabilité collective qui est quelque chose de tout à fait fondamental qu'il faut comprendre. C'est pas simplement de dire oui, nous avons porté le nazisme, c'est même pas ça. C'est en fait cette interrogation qu'ont fait nos parents, si vous voulez. Et je ne connais pas un Allemand de mon âge qui ne se soit pas posé à un moment donné cette question. Et ceux qui ont pu y répondre de manière très tranchée, soit en bien, soit en mal, sont en fait très peu nombreux. La majorité des gens, ils ont dû se construire avec toujours cette question les hantant. Et cela a engendré une attitude extrêmement curieuse et importante en même temps. C'est l'attitude que décrit Günter Grass dans son livre L'Allemagne se meurt, les enfants par la tête. Pourquoi y a-t-il cette espèce de refus des Allemands de faire des enfants à un moment donné, qui va conditionner une bonne partie de la démographie allemande? Mais c'est ce problème-là. Nous ne savons pas qui nous sommes, parce que nous ne savons pas ce qu'ont pu faire nos parents au préalable. Et ça, il faut savoir que c'est une tragédie. Hein. Il faut le vivre comme une vraie tragédie. Mon traducteur en allemand, parce que un de mes livres a été traduit en allemand, mon traducteur en allemand est quelqu'un d'ailleurs d'extrêmement sympathique, c'est un spécialiste de l'économie du développement, qui d'ailleurs s'est débrouillé pour passer 25 ans de sa vie hors d'Allemagne, hein, en travaillant dans d'autres pays, comme s'il ne pouvait pas vivre en Allemagne. C'est quand même un point extrêmement important. Et quand je suis allé le voir à Berlin, quand mon livre est sorti, il a fait la traduction. Bon. Et première chose, il m'a amené dans les décombres du musée juif et du cimetière juif de Berlin. Ce que je ne lui demandais absolument pas. Parce que, si vous voulez, d'une certaine manière, les racines symboliquement pour moi, elles sont beaucoup plus du côté russe, pour la partie russe de ma famille, que du côté juif, puisque ma famille a été excommuniée par les rabbins vers 1810-1820. Bon, ok. J'étais très touché qu'il le fasse. Mais je ne lui avais rien demandé, si vous voulez. Et j'ai senti qu'il y avait malgré tout chez lui cette espèce de culpabilité collective. Bon. Donc, il faut savoir, oui, l'Allemagne est aujourd'hui le pays dominant, mais c'est un pays qui est extraordinairement mal à l'aise avec lui-même. Et donc, il faut que nous trouvions, et je dirais, nous tous, Européens, il faudra que nous trouvions un moyen qui permette aux Allemands de se réconcilier avec eux-mêmes.
sans faire des choses folles. Par exemple, une chose folle, ça a été d'ouvrir très grandes les portes aux réfugiés. Non pas qu'il ne fallait pas accueillir les réfugiés, mais il fallait peut-être se dire qu'il faut construire un processus politique qui permette de le faire, etc. Et ce qu'a fait Angela Merkel était de la folie. Aujourd'hui, elle le paye politiquement dans ses relations avec la Turquie, dans ses relations avec les autres. Elle s'est mise à dos pratiquement tous les pays de l'ex-Europe de l'Est. Bon. Je crois que la question n'est pas simplement la question de la réconciliation franco-allemande, elle est actée, et c'est une des choses que nous devons au général de Gaulle. Mais la vraie question, c'est la réconciliation des Allemands avec eux-mêmes. L'euro joue d'abord un rôle politique extrêmement important parce que c'est l'euro qui justifie l'ensemble des institutions fédérales construites aujourd'hui en Europe. S'il n'y avait pas l'euro, on n'aurait pas ces institutions fédérales. Donc ça, c'est un premier point. L'euro joue aussi un rôle économique extrêmement délétère, pour une raison très simple. Si vous voulez, s'il n'y avait pas l'euro, admettons qu'on ait gardé nos monnaies, quel serait le taux de change du Deutsche Mark maintenu vis-à-vis du dollar? Probablement un Deutsche Mark pour $1,50, voire $1,60. Et le taux de change du franc, ce serait un franc pour $1,05, voire pour $1. Donc, ça veut dire qu'il y aurait un écart de change de pratiquement 50 à 60% entre le franc et le Deutsche Mark. Et on peut faire le même constat sur la lire italienne. Donc, ça veut dire que l'Allemagne a tiré un immense profit de l'euro, mais elle l'a tiré au détriment des autres pays de la zone euro. Et d'une certaine manière, c'est le maintien de l'euro qui est en train de faire exploser l'Europe. Alors ça, si vous voulez, un économiste américain que je connais, Joe Stiglitz, avec qui j'ai eu pas mal de relations quand il était responsable à la Banque mondiale, il le dit dans un livre qui vient de sortir aux États-Unis, qui va être traduit au mois de juillet en France, et qui s'appelle « L'euro contre l'Europe ». Donc il faut à tout prix résoudre cette question, en sachant évidemment que, compte tenu des relations qui ont été constituées techniquement, il vaudrait mieux qu'on le résolve tous ensemble, mais que le statu quo est encore plus dangereux qu'une rupture de l'euro de manière non coopérative. Si vous voulez, on a aujourd'hui le choix entre trois solutions. La rupture coopérative, c'est-à-dire tous les pays se mettent d'accord sur les règles de dissolution de la zone euro, c'est à l'évidence une solution optimale. La solution de la rupture non coopérative, un grand pays se décide de sortir de la zone euro et entraîne, si vous voulez, par effet boule de neige, la sortie des autres pays, et donc la zone euro explose. Bon. Et puis, le maintien de la zone euro, ce qu'on a aujourd'hui. Mais aujourd'hui, cette situation de maintien de la zone euro est la pire situation possible. Je ne dis pas que la situation d'une sortie non coopérative soit une situation bonne d'un point de vue économique, mais elle est toujours meilleure, de toutes les manières, que le maintien de la zone euro. Et la responsabilité de nos dirigeants politiques de ne pas avoir pris conscience de l'ampleur des problèmes posés par l'euro, et de ne pas avoir posé la question, au moins de l'avoir posée politiquement, d'avoir dit aux Allemands, écoutez, on ne peut plus rester dans l'euro, trouvons une méthode pour en sortir, cette responsabilité sera à mettre à leur passif quand on sortira de la zone euro. Et c'est une responsabilité qui vaut autant pour M. Sarkozy et son gouvernement, et M. François Fillon, que pour M. Hollande. Une monnaie commune, c'est très simple. C'est un instrument monétaire
que l'on utilise pour commercer avec le reste du monde à partir d'une zone économique. Je pense que, évidemment, cela fait sens que l'on ait une zone économique spéciale en Europe, alors en sachant que la géométrie de cette zone peut varier en fonction de décisions des uns et des autres. Il faut que l'on ait nos monnaies, mais qu'on se mette d'accord pour que toutes les transactions, qu'il s'agisse des transactions en biens et services ou les transactions financières que l'on ferait avec le reste du monde, puissent être faites dans un instrument monétaire. Ce ne serait pas une monnaie au sens strict du terme, mais c'est un instrument monétaire qui nous soit commun, quitte à ce que la gestion de cet instrument monétaire soit décidée justement dans des réunions du Conseil européen. Oui, c'est quelque chose d'extrêmement logique dans sa position. C'est-à-dire qu'il ne conçoit pas la démocratie comme l'expression du peuple. Pour lui, la démocratie, c'est uniquement le respect des lois, autrement dit, c'est la légalité. Et on sait que ça, c'est une conception, alors oui, qui est très liée justement au positivisme juridique d'Hans Kelsen, et c'est une position qui est profondément anti-démocratique. David Dizenhaus a écrit il y a quelques années un livre où il montrait en particulier que le régime de l'apartheid en Afrique du Sud était un état de droit. Et donc voilà, on ne peut pas se baser sur l'état de droit comme fondement de la démocratie. Parce que tout le monde est d'accord voilà, pour dire que le régime de l'apartheid était un régime scandaleux, mais regardez, techniquement, c'est un régime d'état de droit. Et donc, ça veut dire qu'il faut absolument de la légitimité. Et on revient, si vous voulez, à la question que vous m'avez posée tout à l'heure, qui consiste à dire, c'est quoi la question de souveraineté? Ben, c'est ça. C'est le fait de pouvoir toujours juger en justesse et non pas simplement en légalité. Mais pour pouvoir juger en justesse, il faut être souverain. Autrement dit, il faut avoir cette souveraineté dont découle la légitimité et la possibilité de dire telle chose est juste, pas légale, juste, et telle chose ne l'est pas. Bah, si vous voulez, c'est une chose qui a été décrite tout d'abord par M. Barroso. C'est M. Barroso qui a dit non, nous sommes une fédération sui generis, nous sommes un objet politique sui generis. Alors, c'est une idée dont l'origine, elle mélange deux choses. Elle mélange à la fois les conceptions de positivisme juridique à la Kelsen, très nettement, mais elle mélange aussi des positions qui sont des positions crypto-marxistes, en réalité, et qui assignent à l'histoire une finalité connue. Autrement dit, c'est-à-dire, oui, voilà, il y a un but à l'histoire. Alors ce but, c'est plus la dictature du prolétariat, c'est plus le communisme, c'est autre chose. Mais on garde exactement la même structure de pensée. Il faut savoir que M. Barroso a été, dans sa jeunesse, membre d'une organisation maoïste, et d'une organisation maoïste particulièrement sectaire, et qui n'était pas particulièrement intelligente dans ses positions, le MRPP. Et d'une certaine manière, il est fidèle à ces idées de jeunesse. Et ce que l'on voit être mis en œuvre dans cette idée de construction sui generis, c'est à la fois, je vous dis, une idée, alors, très juridique, hein, d'une certaine manière, c'est le positivisme juridique, mais c'est, au départ, peut-être, une vieille idée millénariste. C'est-à-dire, voilà, nous sommes à la fin des temps. Nous sommes à la fin des temps, alors, que ce soit
parce que la révolution prolétarienne va éclater, que ce soit parce que la guerre atomique nous menace, que ce soit parce que le réchauffement climatique nous menace. Vous pouvez trouver toute une série de menaces qui vont activer justement cette idée, la fin des temps. Bon, si nous sommes dans la fin des temps, il n'y a plus de médiation possible. Donc, il n'y a plus de besoin de la souveraineté. Et donc, vous arrivez immédiatement à cette notion de construction sui generis. Maintenant, il faut dire une chose. Ce discours sur la fin des temps, on l'a entendu dans l'histoire. Et qu'est-ce que ça nous réserve? Ça nous réserve le sort des rebaptisés de Münster. Hein. Il faut quand même savoir à quoi ça conduit dans l'histoire. C'est pour ça que je dis que ce sont des conceptions qui sont extraordinairement dangereuses. Le TAFTA est un traité qui est négocié actuellement entre les États-Unis et l'Union européenne. Ce traité doit traiter justement de tous les obstacles non tarifaires qui existent au commerce et va aboutir de fait à une structure qui donne la haute main aux très grandes sociétés sur l'ensemble du commerce. Pour dire les choses rapidement. C'est la raison pour laquelle il y a énormément de gens qui sont contre le TAFTA et contre aussi le traité identique qui doit être signé avec le Canada, qui est le CETA. De ce point de vue-là, j'ai enregistré avec une certaine satisfaction le retournement, même si je ne suis pas convaincu à 100% de sa sincérité, mais le retournement de M. Manuel Valls, qui a dit que dans les conditions actuelles, il n'était pas question de signer le TAFTA. Seul problème, c'est que c'est pas nous qui négocions, c'est la communauté européenne, et c'est extrêmement significatif. C'est la Commission qui négocie, et non pas le Conseil européen ou le Conseil des ministres. Et là, on voit effectivement, je dirais, un abus de pouvoir de la part de la Commission tout à fait évident. Sortie de l'OTAN en tant qu'organisation, pas nécessairement. La France était sortie de l'organisation intégrée, mais elle avait sa complète souveraineté. Un État souverain peut par ailleurs passer des alliances avec d'autres États pour garantir sa sécurité. Donc, ce n'est pas tant l'OTAN qui pose problème que l'organisation intégrée. Et, allons au-delà, ce qui pose aujourd'hui un problème dans l'OTAN, c'est à quoi sert-il? Vous savez, on dit dans l'OTAN que l'OTAN a trois raisons d'être. Enfin, avait trois raisons d'être. Je vous dis un petit peu ce qu'était le discours qui était tenu dans l'OTAN à la fin des années 80, début des années 90. C'était keep the US in, garder les États-Unis en Europe, keep Germany down, garder l'Allemagne d'une certaine manière dans un état de soumission, and keep Soviet Union out, et nous garantir par rapport à l'Union soviétique. Bien. La question de l'Allemagne, elle est réglée. L'Allemagne a retrouvé complètement sa souveraineté. La question de l'Union soviétique est réglée. Il n'y a plus d'Union soviétique. Donc à quoi sert l'OTAN? Alors il y avait une possibilité dans les années 90 que l'OTAN se transforme en une espèce de bras armé des Nations Unies. Mais ça, les Américains ont tué ce projet quand ils ont mis en place, d'une certaine manière, toute une opération sans passer par le Conseil de sécurité. Ça impliquait que l'on donne au Conseil de sécurité des Nations Unies un droit de veto absolu sur les opérations de l'OTAN. Bon. Donc, je pense que oui, aujourd'hui, l'OTAN pose un énorme problème, mais non pas parce que c'est une alliance, mais parce que c'est en réalité devenu un instrument de soumission entre les mains des États-Unis.
Non, son reniement n'était pas nécessaire. C'est un choix politique qu'il a fait. Alors c'est un choix politique qui peut être expliqué par toute une série de facteurs, mais c'est un choix politique qu'il a fait, il en porte l'entière responsabilité. Et il faut constater aujourd'hui que, étant entré dans une voie de reniement une fois, il est obligé de se renier à chaque pas. Si vous voulez, aujourd'hui, il n'y a pas une nouvelle négociation avec l'Union européenne où Tsipras n'abandonne pas un nouveau morceau de sa souveraineté. Donc, l'épisode Tsipras est extrêmement important pour les souverainistes parce qu'il montre à l'évidence ce qu'il ne faut pas faire. Il y a à la fois des choses vraies et des choses fausses. Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, les États et l'Union européenne sont les principaux instruments de la domination néolibérale. Bon. Mais, si on revient à un État souverain, nous avons au moins la possibilité de lui faire changer de règles. Possibilité que nous n'avons plus dans un système qui est post-démocratique comme l'Union européenne. Donc ça, c'est un vrai problème, si vous voulez. Mais je dirais, il en va de même avec toutes les notions de souveraineté. La souveraineté peut être utilisée de mauvaise manière. Oui, c'est vrai. Bon. Mais c'est pas parce qu'elle peut être utilisée de mauvaise manière qu'elle ne peut pas être utilisée aussi de bonne manière. Après, vous avez un autre point, c'est la question du dépassement du capitalisme. Qu'est-ce qu'on entend par dépassement du capitalisme? Alors d'abord, est-ce que l'on admet qu'il peut y avoir différents types de capitalisme? Si ce que l'on dit, c'est qu'il faut dépasser le capitalisme néolibéral et une autre forme de capitalisme plus égalitaire, etc., est tout à fait possible, ok. Il s'agit simplement de passer d'une forme de capitalisme à une autre forme de capitalisme. Si on se remet dans l'idée la fin du capitalisme, c'est nécessairement le communisme, pas le socialisme, il faut savoir. Le socialisme, en fait, c'est la phase inférieure du communisme. Là, ça me pose quand même beaucoup plus de problèmes. Parce que il y a dans le discours du communisme à la fois une démarche apocalyptique où je ne vois que trop la refiguration d'une démarche religieuse en réalité, et puis je vois toute une série de problèmes qui sont liés à la question des incitations dans un système économique. Donc, en fait, me semble-t-il, ce qui est posé, c'est la question du basculement d'une forme du capitalisme, qui est le capitalisme néolibéral, occidental, européen, vers une autre forme. Oui, ça c'est un vrai problème. Et des alliances de classe qui peuvent être construites autour de la question de la souveraineté et qui vont à ce moment-là modifier le rapport à l'État, peuvent être un instrument pour faire justement ce basculement d'une forme de capitalisme vers une autre. Tout d'abord, le problème du Front National n'est toujours pas réglé. Ça ne veut pas dire que ce soit le seul problème, mais il faut aujourd'hui que le Front National nous donne la preuve qu'il est bien un parti souverainiste. Nous disons en tous les cas qu'il se met en fait dans l'optique du souverainisme et qu'il reconnaisse cette définition du peuple comme une communauté politique.
et donc qu'il abandonne complètement toutes les idées de nature religieuse ou autre de définition du peuple. Bon, ça c'est à moi. Après, quand vous parlez avec des gens du Front National, certains vous tiennent ce discours, d'autres non. Donc voilà. Et donc il faut que, en tant que parti, si vous voulez, je ne parle pas de la position de Madame X ou de Monsieur Intel, mais je dis position en tant que parti doit être extrêmement claire là-dessus. Ça c'est un premier point. Mais en même temps, et vous avez raison d'en parler, se pose la question du sectarisme qui existe aujourd'hui chez les forces qui, d'une certaine manière, portent à gauche l'idée de souverainisme. Je ne parlerai pas d'un souverainisme de gauche, mais des forces qui portent à gauche la question de souverainisme. Et on le voit très bien, par exemple, avec Jean-Luc Mélenchon, qui est en train de prendre un tournant depuis ces derniers mois, qui est extrêmement intéressant de ce point de vue-là. Bien. Pourquoi a-t-il refusé, au mois de septembre, une réunion où il y avait Jean-Pierre Chevènement et Nicolas Dupont-Aignan? Alors il va dire, oui, je ne suis pas d'accord avec Nicolas Dupont-Aignan. Belle question. Est-ce qu'il était d'accord avec M. Hollande quand il a appelé à voter pour M. Hollande en 2012? Je pense que non. Et je pense qu'il ne se faisait guère d'illusions sur la trajectoire que suivrait François Hollande. Il l'a fait au nom d'un calcul politique, c'est à dire, voilà, on va mettre les socialistes, on va mettre François Hollande au pied du mur, et par rapport à comment il évoluera, ben nous prendrons nos responsabilités. Oui, c'est un raisonnement politique, qui est tout à fait possible. Donc, on peut parfaitement être en désaccord avec quelqu'un et considérer que sur cette question de la lutte pour la souveraineté, on peut travailler avec ces gens. Donc c'est ça, si vous voulez, qui, moi, me pose problème. C'est-à-dire le fait que, non pas qu'on ait des accords, moi aussi j'ai des désaccords avec Nicolas Dupont-Aignan sur toute une série de points. Bon, mais je constate qu'à un moment donné, sur cette question de la souveraineté, on peut, à l'évidence, travailler ensemble. Là, je dis, il faut savoir surmonter, d'une certaine manière, ce sectarisme. J'irai même plus loin. Vous savez, il y a ce fameux discours qui est souvent d'ailleurs mal cité, qui est le discours de Maurice Thorez avant les élections de 1936, avant les élections du Front Populaire, où il tend la main aux catholiques. Oui, mais pas qu'aux catholiques. Il tend la main aux volontaires nationaux. Autrement dit, aux militants et aux sympathisants des Croix de Feu qui vont devenir après le Parti populaire français. Bien. Et il me semble que ça, c'était une position réellement intelligente. Alors, je ne vais pas faire l'éloge de Maurice Thorez, personnage sur lequel il y aurait beaucoup à dire, et en particulier son lien avec le système stalinien soviétique, mais il avait au moins compris cela. C'est-à-dire la nécessité, à un moment donné, de se positionner et de dire aux gens, voilà, bon, on n'est pas d'accord sur toute une série de points, mais au moins, vous en avez assez de la corruption du régime. Bon, il donnait les points. Il disait, mais là, je sens bien que, d'une certaine manière, il y a des points d'accord entre vous et nous. Et je pense qu'aujourd'hui, le premier dirigeant qui sera capable de tenir ce discours marquera des points considérables. Non, ce que je crains, c'est que ce discours soit tenu de l'autre côté. C'est-à-dire que, comme justement on est dans une opposition un petit peu sectaire, ça pourrait être très bien une position prise par Madame Marine Le Pen ou par le Front National, si vous voulez, en tant qu'organisation, qui en appelle justement avec une politique de la main tendue, et ça pourrait faire pas mal de dégâts. Donc,
je dis ici que le plus vite possible, M. Mélenchon saura faire la part du feu et saura considérer ce qui est sectaire et ce qui relève évidemment de divergences politiques tout à fait naturelles, etc., le plus tôt il arrivera à le faire, le mieux ça vaudra.